Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le wrap-up, le bilan culturel, peu importe comment vous l'appelez. Quoi qu'il en soit, je vais vous parler de tout ce que j'ai pu rencontrer au niveau culturel pendant le mois de février. Il est tout à fait probable que cette vidéo soit tournée en 2 fois, mais pour vous, ça ne changera rien. Donc je vais commencer dès maintenant par les livres parce qu'il y en a quelques-uns. Au début de ce mois, comme vous pouvez le voir sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo dédiée au TCA. Et j'ai notamment lu beaucoup de livres en rapport avec les troubles du comportement alimentaire. Et j'ai commencé le mois avec un livre qui est publié dans la maison d'édition Genre et qui est rédigé par Lorraine Malka. Il s'agit du livre Mangeuse, histoire de celles qui savourent, dévorent ou se privent à l'excès. Dans ce livre, qui est un essai, Lorraine Malka, qui est également journaliste chez Cosette, revient sur le pourquoi du comment les femmes ont été placées comme étant les mères nourricières, mais non pas comme les mères mangeuses, et ont des troubles du comportement alimentaire. Je suis assez mitigée quant à cet essai, dans le sens où, sur 250 pages, elle va développer plusieurs théories avec beaucoup de sources très intéressantes, très intelligibles, très pertinentes. Cependant, elle va beaucoup tourner autour de son sujet sans arriver à l'atteindre avant les quelques dernières pages. J'ai beaucoup aimé la dernière partie qui traite du génie créatif et de la privation. Elle revient notamment sur l'image de Virginia Woolf ou de Sylvia Plath, qui sont des figures à la fois du féminisme, de la littérature et aussi de la détresse au sein de leur santé mentale. Mais je trouve qu'elle se perd beaucoup dans ses dires et que la conclusion de son ouvrage est tout de même bien trop enjolivée. Elle va prôner la libération comme si cela était simple et que cela ne pouvait se régler que par la sororité. Et si les troubles du comportement alimentaire se réglait de cette manière, je pense que beaucoup de personnes ne souffriraient plus d'anorexie, de boulimie ou d'hyperphagie entre autres. Je reconnais tout de même le mérite de cet ouvrage via ses sources et par la chronologie qu'elle nous donne, c'est-à-dire qu'elle part de l'Antiquité, si ce n'est des sociétés illustres. Elle traverse le Moyen-Âge, la pensée religieuse au sein du catholicisme et elle revient sur des œuvres qui sont contemporaine. Sur ce prisme, je trouve que c'est très bien traité. Cependant, le résumé aurait à gagner en étant plus élaboré autour justement de ce côté très ethnologique plutôt que médical. Je pense que vous pouvez tout de même trouver des éléments pertinents et intéressants au sein de son livre, mais ne prenez pas cet ouvrage pour une définition même de ce que sont les TCA. Ensuite, dans le même registre, je vais vous parler du livre Imparfaite de Ludivine Grétéré qui m'a été gentiment envoyé par les éditions Fayard, que je remercie. Dans ce livre, Ludivine Grétéré va traiter d'anorexie et de boulimie. Je vous mets donc un gros trigger warning si vous-même vous êtes touché ou si vous connaissez des personnes qui le sont. Ce livre n'est pas simple à lire, puisque l'on va suivre le portrait de Mia, qui est donc, au début du livre, une jeune fille de 17 ans, qui va tomber dans les 80 premières pages dans l'anorexie, puis va s'enterrer dans la boulimie, jusqu'à sa vingtaine. J'ai eu énormément de mal à supporter cette lecture. Mia est un personnage complexe, qui n'est pas forcément plaisant à suivre, qui n'est pas forcément aimable, et cela est dû à ses troubles. Et grâce à des parties en italique qui représentent la maladie de Mia, on va voir à quel point ça lui prend tout son esprit, toute son énergie et toute sa vie sociale, entre autres. Je ne saurais même pas comment vous dire à quel point j'avais peur de réouvrir ces pages, puisqu'il y a des scènes très graphiques. Ça montre aussi à quel point ça nous poursuit, même quand on essaye d'y échapper, à quel point on a des mécanismes qui se sont mis en place au fur et à mesure du temps. La conclusion est tout de même lumineuse, là où on pourrait penser que ce n'est pas le cas. Il faut vraiment être préparé si on veut se lancer dedans. Un autre livre sur cette même thématique, qui m'a été gentiment envoyé par Robert Laffont, et je les en remercie. Il s'agit du livre Corps à cœur de Laurie Darmon, qui est un recueil d'entretiens avec plusieurs personnalités. Il y a donc celui de Laurie Darmon, Laurie Tillman, Benjamin Sixou, Joy Jonathan, Tristan Lopin, Barbara Butch, Hugo Bardin, aka Paloma, Irma et Charles de Villemorin. Et ils vont tous revenir sur leur
présence au sein des médias et sur leur corps au sein des médias. J'ai beaucoup aimé le parcours de Joy Jonathan, que j'avais déjà entendu l'évoquer au sein de divers médias. Et le dernier titre qu'elle a sorti est également à ce sujet. Je vous invite à aller l'écouter. J'ai beaucoup aimé aussi le parcours de Laurie Darmon qui raconte elle-même sa traversée de l'anorexie. Je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'elle évoque. Il y a aussi des extraits de son journal intime de l'époque. Et ça permet de faire une entrée dans ce que ça peut engendrer. Si vous êtes intéressé par les personnes qui ont témoigné, si vous voulez comprendre plus ou moins, je pense que c'est une très bonne lecture. Il y a beaucoup moins de triggers que dans Imparfaite, mais ça permet de traiter le sujet avec une ouverture à l'acceptation des corps des autres et du sien. Ensuite, j'ai lu en format numérique les 3 premiers tomes de Heartstopper de Alice Oseman. Il faut savoir que j'avais déjà lu les 2 premiers tomes il y a 2 ans de ça. Il y a d'ailleurs des bilans culturels de l'époque où j'en parlais et je disais que je trouvais ça beaucoup trop naïf, beaucoup trop mièvre. Et ici, j'ai adoré ces ouvrages graphiques. Je ne les présente plus, je pense. On va suivre les personnages de Nick et Charlie, qui sont 2 garçons, 2 adolescents, qui vont tomber amoureux. Ça va donc être la découverte de l'homosexualité par ces 2 personnages. Et j'ai trouvé qu'ils avaient une relation tellement saine, tellement belle, et il y a une volonté de faire avancer à la fois les individualités de chacun dans leur questionnement interne et dans leur questionnement au sein de leur relation. Et c'est sous ce prisme que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré les graphismes, ça c'est vraiment un point que j'avais déjà beaucoup aimé les premières fois, mais le discours m'a semblé moins niais que ce que j'avais pu en penser à ma première lecture. Si vous avez besoin de douceur dans ces temps troublés, je vous conseille d'aller lire ces bandes dessinées. Ensuite, je termine sur les livres un petit peu compliqués sur les troubles des conduites alimentaires. Il s'agit donc de Hunger de Roxane Gay que j'ai écouté grâce à l'application Nextory. Nextory, toujours partenaire de mes vidéos, vous trouverez encore le lien en barre d'infos qui vous permet de bénéficier de plusieurs heures d'écoute sur 30 jours offerts. Dans ce livre, Roxane Gay nous fait le témoignage de son obésité massive. L'obésité massive, il s'agit du stade avancé supérieur à l'obésité morbide. Elle va revenir sur les raisons de pourquoi elle a rencontré ces difficultés corporelles. Elle va aussi évoquer le regard qui lui est porté, que ce soit en tant que féministe, en tant que femme racisée et en tant qu'individu en soi au sein de nos sociétés. Elle va aussi prouver, montrer, démontrer à quel point nous sommes dans des sociétés grossophobes et à quel point les traumas enfants nous forgent. Donc je vous mets encore ici des trigger warnings de viol, de TCA, de maltraitance. Voilà, tout un joyeux programme, j'ai envie de vous dire, mais ce témoignage est extrêmement bon, extrêmement brut, extrêmement beau, et elle utilise des termes qui sont clairs pour tout à chacun et qui nous ouvrent aussi les yeux sur la manière qu'on a de se concevoir en tant qu'individu au sein de ces sociétés. À quel point on a envie ou non de prendre de la place au sein de notre entourage et au sein du monde qu'on veut se créer à l'avenir. C'est très pertinent, très intéressant et je vous le conseille très grandement. Ensuite, encore une fois sur l'application Nextory, j'ai écouté No Hard Feeling de Geneviève Novak, qui n'est pas encore paru en France, mais ici il s'agit d'un livre qu'on pourrait qualifier du registre du No Plot, Just Vibes. Nous allons suivre la personnage principale qui est prénommée Penny, qui vit à Melbourne. Penny est une vingtenaire. Elle a un travail qui ne la satisfait pas nécessairement. Elle a des relations avec son ex-copain, qui s'appelle Max, il me semble, et qui la prend plus ou moins pour sa faire-valoir. Il va décider de continuer à la voir, à relationner avec elle sur le canapé le soir, mais à ne pas s'engager dans cette relation. Penny est très peinée par cette situation et elle va essayer de faire tant bien que mal. Au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas extrêmement considérée dans son travail non plus et elle va essayer d'être soutenue par ses amis. Il y avait quelque chose qui aurait pu me plaire. Mais à mon avis, l'ouvrage doit faire 300 pages en version papier et je trouve que l'on tourne beaucoup en rond et que l'on ne s'attache pas nécessairement à la protagoniste principale ni à ses camarades
à vrai dire. Il n'y a pas eu de moment qui ressortait du lot et la fin a été plus ou moins décevante, puisque c'était une fin qui était plus ou moins attendue et plus ou moins souhaitée, mais qui finalement retombait un petit peu après toutes les pages que l'on avait pu traverser. Donc je reste sceptique quant à cette écoute. Ensuite, je vous parle du livre que j'ai lu dans le cadre du cabinet de lecture de Flowfly. Il s'agit du Liseur de Bernard Schlink. Michael est un adolescent de 15 ans qui un jour fait la connaissance de Anna. Anna est une femme de 35 ans. Il va la revoir et lors de son adolescence, ils vont entamer une relation inégale, imparfaite, violente à certains égards. Un jour, Anna va partir sans qu'il ne sache où elle se dirige. Et plusieurs années plus tard, lorsqu'il sera étudiant en droit, il la retrouvera au sein d'un tribunal puisque Anna sera une accusée. On va suivre cette histoire de justice, de vie. On va traiter de la Seconde Guerre mondiale sous un prisme qui n'est pas nécessairement attendu et que j'ai beaucoup aimé. L'histoire est bien menée, la plume est sublime malgré ce qui est évoqué. C'est un livre qui est en 3 parties. Il fait 250 pages. Et il arrive à lier 2 thématiques et 2 questionnements, 2 thèmes qu'on ne pensait pas retrouver ensemble et à les construire, à les forger l'un avec l'autre d'une manière brillante. J'ai pas envie de vous en dire grand chose. Il faut se plonger dedans sans rien en savoir et en ressortir grandi. C'est ce qui m'est arrivé et je suis plus qu'enchantée d'avoir découvert cette histoire que je ne connaissais pas du tout. Ensuite, je vous parle brièvement d'un autre graphique que j'ai lu grâce à NetGalley, qui est Viviane Meyer, écrit par Sowa et Émilie Plateau. Ce livre est donc une biographie romancée et imagée de Viviane Meyer, qui était donc photographe. Et Viviane Meyer avait la particularité de photographier énormément d'objets, de scènes du quotidien qui semblaient extrêmement banales. Elle n'a pas été reconnue de son vivant. Ses proches trouvaient qu'elle faisait des photos sans que ça n'ait de grand intérêt. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'un jour, quelqu'un a retrouvé toutes ses poses quelque part et a fait renaître de ses cendres cette photographe. C'est une histoire que je connaissais déjà étant donné que j'avais vu une exposition au musée du Luxembourg, si je ne dis pas de bêtises, au sujet de Viviane Meyer. Je n'ai rien à redire sur le travail biographique qui a été fait, mais les dessins. On va revenir sur sa vie, on va la suivre de son enfance jusqu'à la fin de sa vie. Fin que j'ai trouvée assez abrupte et assez bancale, pour être très honnête, puisque on va à la fois faire un clin d'œil à l'évolution de la photo, notamment passage de l'argentique au numérique, mais j'avoue que les dessins m'ont laissé de marbre. Je n'ai rien contre les dessins qui ont des traits peu travaillés, mais ici ça m'a vraiment laissé de côté. Là encore, sur NetGalley, j'ai écouté Arpenter la nuit de Leïtla Motley. Il s'agit d'un premier ouvrage qui est paru à la rentrée littéraire de 2022. Dans ce livre, nous allons suivre le personnage de Chiara, qui est une jeune fille de 17 ans et qui vit à Auckland. Elle est seule avec son frère, qui est une petite frappe, qui commet énormément de délits dans la ville. Leur famille a dû surmonter beaucoup de drames, que ce soit des meurtres ou de la prison. Ils n'ont plus de parents qui puissent les aider et ils sont livrés à eux-mêmes. Chiara va se retrouver impliquée dans un réseau de prostitution. Elle est encore mineure à l'époque. Elle n'est absolument pas préparée à la violence qu'elle va rencontrer. Un jour, elle va finir par avoir une relation avec quelqu'un de la police. Personne qui va décéder à la suite. Et il va y avoir toute une enquête autour de ce décès. Et on va voir le quotidien de Chiara, l'enquête en elle-même. Le personnage n'est pas forcément ce qui a retenu mon attention, mais c'est surtout la violence prégnante de cette ville qui est parvenue à me tenir le souffle coupé. J'ai pris ce qu'on avait à me donner, et quand je me suis souvenue qu'il s'agissait en réalité d'un fait qui a vraiment existé, j'ai été à la fois bouche bée, sans l'être. C'est-à-dire que Auckland est une ville qui est victime de beaucoup de criminalité et savoir que ce sont des vies qui sont tues mais qui existent pour autant et le lire, être immergé dans cette violence, eh bien je crois que c'est un bénéfice pour tout à chacun que d'apprendre ce qui se passe autour de nous et d'en prendre conscience. Autre livre que j'ai pu lire grâce à NetGalley, il s'agit de Emily Wilde's
l'encyclopédie des fées de Heather Fawcett qu'on a vu passer partout. J'étais très enjouée à l'idée de lire ce livre. Quelle ne fut pas ma déception. J'ai tourné un vlog où j'étais en train de lire, donc je vous invite à aller le regarder, mais sur 380 pages, je n'en ai aimé que 80, ce qui est relativement peu. Dans ce livre, on suit donc Emily White, qui est une jeune chercheuse anglaise, qui décide pour ses recherches de se rendre dans un pays nordique très inspiré de l'Islande, afin d'étudier une sorte de fée particulière. Elle va rencontrer des personnes avec qui elle va peu s'entendre. Elle est elle-même très désagréable. Moi, c'est un personnage qui m'a énervée au plus haut point. Même si les descriptions de paysages étaient très agréables à lire, il y a eu des côtés très redondants, parfois trop lyriques. Ça allait dans des élucubrations sans fin qui, pour autant, ne me donnait pas ce que je cherchais. L'intérêt amoureux est traité en 3 pages alors que c'est comme ça que les éditeurs l'ont vendu. C'était pas nécessairement ce que j'en attendais, mais ça aurait pu relever plus ou moins niveau. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je cherchais de la cozy fantasy et malheureusement, je n'ai pas trouvé ce que j'étais venue chercher. Donc, c'est un raté de mon côté, mais je pense que vous êtes plusieurs à avoir feuilleté ces quelques pages, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Peut-être que je n'étais pas le public, mais en tout cas, je m'arrête ici pour cette série. Ensuite, je relève le niveau avec un deuxième coup de cœur pendant ce mois, Seul en sa demeure de Cécile Coulon. J'en ai également parlé dans le vlog où je parle de Emily White. Je vous laisse aller le regarder. Ce livre, je l'ai lu dans le cadre du jury des lectrices Vox et proche. Je suis enchantée d'avoir lu ce livre puisque dans le bilan culturel du mois de décembre 2023, je vous disais avoir été très déçue du dernier livre de Cécile Coulon qui n'est autre que La langue des choses cachées. Et ici, j'ai été sciée d'autant apprécier son récit. Si vous êtes fan de romans gothiques, à la Dracula, Jane Eyre, à Rebecca de Daphné du Maurier, courez le lire. Ici, on suit Aimée, jeune femme d'à peine 18 ans, qui se retrouve mariée à Candre. Ça se passe dans le Jura. Candre est aristocrate et gère une bonne partie des ressources de la vallée et de ceux qui font fructifier tout le territoire. Cependant, on va plutôt se concentrer sur la vie de la demeure que rejoint Aimée. Aimée est une jeune fille douce, très attachée à sa famille, mais pour autant, elle va être enfermée dans cet univers-ci qu'est cette grande maison qui appartient à Candre. Et elle va le découvrir au fur et à mesure du temps, notamment par le prisme des relations charnelles. C'est comme ça qu'ils vont réussir à créer un lien. Candre va être à la fois un personnage très présent et très distant. Un jour, Aimée va découvrir le secret de Candre. Ce que j'ai oublié de vous dire antérieurement, c'est que Candre est veuf. Et donc c'est aussi par ce point que l'on retrouve des similitudes avec Rebecca de Du Maurier. Tout va se détricoter au fur et à mesure. Et bien que ce livre ne soit pas un huis clos, j'ai eu cette sensation pendant tout le long des pages. Et j'ai absolument adoré. On va rencontrer plusieurs personnages de femmes fortes. Et c'est aussi un élément que j'ai beaucoup apprécié. Ici, la narration et la plume de Cécile Coulon sont très très équilibrées. Et c'est ce que j'ai d'autant plus aimé. Ensuite, j'ai écouté le livre de Éric Chacour qui s'appelle « Ce que je sais de toi ». Il s'agit donc du premier roman de Éric Chacour paru en cette rentrée littéraire de 2023. Dans ce livre, Éric Chacour commence son intrigue au Caire, dans les années 80. On va suivre le personnage d'un jeune médecin qui a un avenir qui est tout tracé. Il va reprendre le métier de son père et son cabinet. Tarek, notre personnage principal, va un jour décider de déplacer ce cabinet et d'engager un homme pour l'aider. On va voir le lien avec la famille qu'entretient Tarek, les traumas qui jalonnent sa famille, et on va le voir développer une relation avec cet homme qu'il a engagé. On va revenir sur les réalités du Caire, sur comment est perçue l'homosexualité en Égypte. On va traverser à la fois l'Égypte, mais également Montréal. C'est un récit qui est écrit à la deuxième personne du singulier, et je trouve que Éric Chacour a une plume qui nous emporte dans ses dires. C'est un livre qui nous délivre beaucoup de réalités au niveau politique, au niveau social, au niveau culturel. Ça va aussi montrer toutes les divergences de points de vue et la réalité
de ce que rencontrent les personnes queer notamment là-bas, tout l'archaïsme qui peut y régner. Ça va nous présenter toutes les discriminations prégnantes à cette époque, mais à l'heure actuelle également. Je pense que malheureusement, je n'ai pas apprécié la plume autant que j'aurais pu en l'écoutant. Et si vous voulez vous lancer dedans, je vous conseille très grandement, à mon sens, de lire à l'écrit ce texte. Je vous parle du dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, Everything I Know About Love de Dolly Alderton. Dans ce livre, on a la sensation d'être plongé dans Sex and the City en version britannique. Sous forme de petites chroniques, elle va nous évoquer des anecdotes de son quotidien. Elle va à la fois nous parler des garçons, lorsqu'elle entrait tout juste dans sa vingtaine. Elle va nous parler de ses relations amicales, beaucoup, et c'est surtout ce sur quoi porte ce livre. Elle va alterner entre des chroniques personnelles, des retours de soirée, mais aussi des recettes, des listes de courses. C'est un livre qui est très relaxant, qui n'a pas une qualité littéraire outre mesure, mais c'est un livre qui fait énormément de bien et qui permet de relativiser lorsqu'on est notamment une jeune femme dans des milieux plutôt privilégiés, puisque Dolly Alderton est donc une femme qui n'est pas dans un parcours de discrimination. Elle est blanche, britannique, et elle a un capital culturel et économique satisfaisant. Donc ici, on ne va pas traiter des problèmes de société en profondeur, et ce n'est pas ce que cherche à faire ce livre. Cependant, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lecture, et si vous ne parlez pas anglais, je peux vous le conseiller tout de même puisqu'il est très simple à aborder. Quoi qu'il en soit, on traverse des périodes de rire dans ce livre, on traverse des deuils, mais toujours traités avec beaucoup de légèreté, donc je vous le conseille. Ma caméra n'a plus de batterie comme je l'avais prémédité, nous nous retrouvons donc tout de suite pour vous et plus tard pour moi. Nous sommes donc 24 heures plus tard et je viens vous parler des films que j'ai vus pendant le mois de février. Je vais vous parler de 2 films. J'en ai vu un petit peu plus, mais les 2 dont je vais vous parler m'ont touchée de façon différente. Le premier que je vais évoquer, c'est celui que j'ai vu au cinéma, qui a fait grand bruit lors de sa sortie. Il s'agit du film qui s'appelle Sans jamais nous connaître. On suit donc, selon le résumé que je vais vous lire, Adam, qui vit dans une tour à Londres, et la plupart des appartements sont inoccupés. Une nuit, Harry, son voisin, très mystérieux, vient le voir et ils vont entamer une relation. Adam est assailli par les souvenirs de sa famille qui n'acceptent pas son homosexualité et il va retourner les voir. C'est très nébuleux quant à ses relations avec ses parents. On comprend qu'il n'a pas été élevé par eux, mais on ne sait pas les raisons pour lesquelles ils ont été si éloignés. Puis ils vont commencer à retisser des liens et on va être emporté à la fois dans ses souvenirs à lui, dans cette relation naissante et cette ambivalence de la part des parents qui n'acceptent toujours pas que leur fils soit homosexuel. On se retrouve dans une petite bourgade anglaise où finalement rien ne doit dépasser et le fils ne convient pas aux critères des parents. C'est un film que visuellement j'ai trouvé sublime. La gestion de la lumière et des couleurs était absolument brillante et ça c'est vraiment le point qui m'a fait m'extasier devant les images que je voyais. Cependant, il y a un moment où je me suis totalement détachée du film et là je vais spoiler, donc si vous voulez le voir et je vous le conseille soit dit en passant, eh bien je vous invite à regarder l'avis du film suivant plutôt que de m'écouter parler par rapport à mon ressenti. Il y a donc une scission aux 3/4 du film où on est plongé dans un espace temporel assez nébuleux. Et on a du mal à saisir la notion de réel et d'imaginaire dans la pensée d'Adam, dans les visions qu'il a. Et à partir de ce moment-là, je ne saisissais pas tous les enjeux, tous les tenants et les aboutissants du film. De fait, mon attention est partie. Et ça, c'est vraiment le point qui m'a déçue parce qu'on l'avait tellement vendu lors de sa sortie. Au niveau scénaristique, j'ai trouvé que la fin était assez déceptive et que finalement on n'avait pas toutes les réponses aux questions qui avaient pu nous être posées quant à la relation d'Adam avec ses parents, quant à sa relation avec Harry qui se tricote et se détricote au fur et à mesure. Je reste sur cet avis qu'au niveau visuel ça vaut vraiment le coup d'être vu, mais il y a eu quelques petites lacunes à mon sens. Si vous l'avez vu et que vous avez des explications plus concrètes à me donner, je suis très curieuse d'avoir votre avis, donc je vous laisse me le dire en commentaire. Deuxième film dont je vais vous parler, il s'agit d'un film que je n'avais pas pu voir en salle et qui n'est autre que Les Filles d'Olpha, qui est réalisé par Kauter Benania. Ce film est donc sorti en juillet
Sous forme de fiction documentaire, la réalisatrice va revenir sur la vie de cette femme qui se nomme Olfa. Olfa est tunisienne et elle est mère de 4 filles, très différentes les unes des autres, que ça soit par le physique ou par les personnalités. Ses 2 filles aînées ont disparu. Et la réalisatrice va accompagner Olfa et les 2 autres de ses enfants pour retracer tout le parcours et toutes les relations qu'elles ont eues avec les 2 absentes. Et c'est un film qui est très sororal, qui est très révélateur de la condition des femmes en Tunisie, qui oscille entre, encore une fois, documentaire et fiction, qui met en scène le tournage d'un film qui va se réaliser. Et j'ai trouvé que mener le film avec ce prisme de réalisation d'un film à l'intérieur du tournage était assez pertinent et assez intéressant. Ça nous permet à la fois d'avoir de l'empathie envers Olfa elle-même et ses filles, mais ça permet aussi de créer une certaine distance qui nous empêche d'avoir l'impression d'être voyeuriste. C'est un film qui est très émouvant, qui est tout de même dur, je vous préviens, mais qui est extrêmement révélateur de ce qui se passe dans ces pays, desquels on est relativement détaché en tant qu'occidentaux. Donc si vous avez la possibilité, vraiment, je vous encourage à le voir. C'est un film qui est violent psychologiquement, mais qui est nécessaire. Je passe maintenant au podcast. Je suis une grande fan du podcast de Flavie et Laura qui s'appelait antérieurement Overbooké et qui s'est désormais renommé l'Overbookin. Je ne vais pas vous faire l'apanage de tout ce que j'adore dans ce podcast, simplement il s'agit de 2 amis qui discutent par rapport à leur lecture, à ce qui leur donne envie au niveau littéraire. Il y a des digressions sans cesse et pour autant ça reste intéressant. C'est un délice de les entendre parler de ce qu'elles aiment et de ce qu'elles découvrent au fur et à mesure du temps. Et ça m'amène à vous parler justement du podcast qui s'appelle donc Overbooké, Book Club à Paris depuis 2021, décliné en podcast et en rencontre. J'aime beaucoup. Alors on parle de questions de société, on parle de la place de la littérature sur les réseaux, toujours avec un angle sororal et féministe. Il y a beaucoup de place donnée aux personnes racisées et à la place justement de ces communautés qui ne sont pas mises en avant à la fois dans les sphères littéraires et dans les sphères médiatiques. Franchement, je vous conseille d'aller l'écouter. Il y a toujours un angle journalistique qui est donné et c'est toujours très pertinent. Dernière catégorie qui n'était pas là les mois précédents, mais je me dis pourquoi pas l'y insérer. Il s'agit de la catégorie moment. Le moment que j'ai préféré, qui est revenu à diverses reprises pendant le mois de février, c'était mes soirées lecture. C'est-à-dire que d'habitude, je regarde une série ou un film, ce qui est peut-être votre cas, et je ne m'accordais pas nécessairement une soirée entière consacrée à la lecture. Et certaines fois, ce mois-ci, c'était quelque chose dont j'avais besoin, dont j'avais envie. Je me suis permise de le faire et ça m'a procuré énormément de bonnes émotions. Déjà le fait d'avancer plus rapidement dans des livres qui me donnaient du plaisir, de pouvoir avoir un moment de calme qui ne soit pas stimulé par les écrans, et je ne peux que vous encourager à le faire même si c'est une fois dans le mois. Ça fait du bien de se retrouver avec soi, avec les pages, avec les mots, une petite musique en fond et juste de s'accorder ce temps. Et je vous invite en règle générale dans votre vie à vous accorder du temps, de faire ce qui vous plaît, ce qui vous comble, avec des gens que vous aimez ou seul. J'en ai terminé avec ce wrap-up de février, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à aimer, commenter, venir me retrouver sur Instagram et si vous voulez voir mes lectures en temps réel, à me suivre sur Goodreads. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.